robots et des hommes. Le monde a changé. Il semble loin le temps où l'on cherchait à comprendre le milieu dans lequel nous avions à vivre, à extraire de la signification et à se familiariser avec cet environnement. Maintenant, l'homme l'a transformé. Dans les cités modernes, il se veut mobile, civilisé, connecté, et en conséquence, il se révèle individualiste. Effectivement, le phénomène urbain est apparu récemment, et cela a considérablement modifié les modes de vie, puis corrélativement les relations entre les individus. Au cœur de ces mutations d'espace et de pensée, la technique s'est développée, et pour mieux répondre aux besoins des usagers, l'intelligence artificielle s'est imposée comme une nouvelle faculté utile aux hommes, puisqu'elle se révèle capable de leur faciliter le quotidien, de leur faire gagner du temps et par conséquent de l'argent. Consécutivement, l'espace dans lequel l'homme était amené à exprimer son humanité a aussi subi sa transformation, puisqu'il en est aujourd'hui à l'industrie 4.0 et que pour ma part, je considère qu'il s'oriente vers une 5e révolution. Des machines, puis des robots ont progressivement investi le lieu des hommes, d'abord dans le domaine du travail, et ils tendent à présent à les imiter et parfois même à les remplacer. Ils sont aussi devenus des robots compagnons en qualité d'assistants, puis des robots sexuels qui tendent à être une copie de l'humain. L'IA renvoie à une technologie censée pouvoir égaler certaines capacités cognitives de l'homme. Toutefois, elle ne peut rivaliser avec cette disposition spécifiquement humaine qui tente à produire sans cesse de l'inauguration. Initialement, l'intelligence consiste d'abord à relier des informations. Cela laisse à penser que dans le cadre de l'IA, cette capacité sera limitée au nombre des combinatoires possibles et des résultats. En somme, l'IA calcule plus vite que l'homme, et plus vastement aussi, puisque la quantité des données est exponentielle. Citons Thierry Magnin dans son ouvrage « Penser l'humain au temps de l'homme augmenté ». Cette IA définit la conscience en termes de comportement que les machines vont tenter d'imiter, voire de dépasser. Il s'agit ici de ce que la langue anglaise nomme « awareness », forme de conscience permettant d'interagir avec l'environnement. Cette forme est bien différente de la consciousness, qui éprouve ce qui est. S'il est normal que l'IA s'intéresse à la première forme de conscience, il ne faudrait pas pour autant réduire la conscience humaine à ce seul aspect et la vider de sa dimension d'intériorité et de profondeur. Néanmoins, dans son propre processus d'apprentissage, l'IA reste marquée par ses limites. Elle n'est pour l'heure qu'un outil au service des hommes, et parallèlement, si nous mettons en lumière la plasticité du cerveau humain, dont la faculté consiste à rendre visibles des formes, ou eideos, qu'on appelle idées, pour penser et inaugurer, nous remarquons que l'IA peut trouver sa limite là où l'intelligence humaine produit avec esprit son propre dépassement. Le risque repose néanmoins sur le fait que la machine augure de nouvelles promesses et pourrait même combler en apparence ce manque de générosité et de sincérité dans les relations humaines. D'autant que l'IA, appliquée au robot, peut donner la parfaite impression de développer une empathie, là où en réalité le sentiment n'est qu'un leurre, qu'un simulacre, une imitation. Et chacun de se dire, finalement, quand je serai seul, j'aurai un robot de compagnie. Ce dernier simulera des émotions, et là encore l'illusion sera totale. Elle pourra opérer parce que les relations humaines tendent parfois à s'appauvrir, et qu'elles peuvent se révéler superficielles, hypocrites, conventionnelles. Et pourtant, l'impression s'installe néanmoins d'avoir affaire à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous. Dans les maisons de retraite, des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer jouent avec Nao et sortent de leur solitude. Des enfants autistes trouvent dans ce même Nao un compagnon avec qui échanger, moins inquiétant pour eux qu'une personne réelle. Le robot devient médiateur, il n'embarrasse pas ses interlocuteurs avec ses propres émotions, puisqu'il n'en a pas.
Il peut donc jouer le rôle du compagnon attentif, toujours disponible. Voilà ce que nous rappelle Charles-Édouard Boué dans La chute de l'Empire humain. Dans ce cas-là, finalement, l'humanoïde remplit parfaitement son rôle, celui d'imitateur à l'œuvre dans une humanité virtuelle, parce que simulée. Mais il appartient au domaine de l'utile, et non pas à celui de la valeur affective, capable d'une véritable ouverture à l'altérité dans une fraternité. Dès lors, chacun peut croire en une intention de la machine, et en retour développer de nouveaux affects. Néanmoins, insidieusement, nous assistons à l'apparition du SA, sentiment artificiel. Ce qui renchérit sur la conscience malheureuse. La machine, ainsi disposée à inaugurer des émotions, pourra combler les carences affectives et fabriquer de la compassion. De la même manière qu'en retour, l'homme pourra repenser son humanité et étendre ses capacités empathiques à des êtres dépourvus de vie, mais qui pourront mimer la vie, tout comme la passion, de manière très efficace. Ainsi, pour cet homme, en conflit parfois avec ses congénères, et parfois même aussi avec lui-même, surgit un monde de représentation dans lequel il cherche à conquérir non plus la vérité ou la sincérité, mais dans le virtuel, acquérir une nouvelle forme d'épanouissement. Il est alors demandé par l'homme davantage d'ouverture au monde, et notamment à un monde de l'imaginaire et de la virtualité. Il s'agit d'un nouveau besoin. En effet, à mesure que le virtuel augmente sa densité d'être, il a une influence bien réelle sur les comportements. Il est la promesse de bonheur à venir, dans la satisfaction de désirs de plus en plus grands, tel que celui de l'immortalité, par exemple, avec l'homme augmenté. Cela renforce aussi l'axe sécuritaire dont chacun, dans sa fragilité, se sentait déficient. Mais ceci n'est qu'un leurre. Il s'agit bien d'une illusion. Effectivement, cela révèle surtout un appauvrissement du sentiment. Le SA, le sentiment artificiel, témoigne qu'il est plus facile d'aimer un robot corvéable qu'un être envers lequel il faut faire des efforts pour envisager de la sympathie, de l'affection sincère pour tisser des liens. De ce fait, si l'homme désigne une singularité, sa rencontre avec d'autres êtres singuliers révèle aussi une non-coïncidence. L'homme fait alors l'épreuve du non-sens. Bien qu'il soit animé par l'exigence d'apaisement social, il comprend qu'il est le lieu d'une division interne. Il la pressent. Il saisit intuitivement qu'il n'est pas un bloc unitaire, que son existence et son milieu le placent souvent face à ses propres contradictions. Il ne peut donc continuer à évoluer dans cette division. Et il désire alors encore plus se fusionner avec lui-même afin de procéder à une réconciliation et conquérir une totalité harmonieuse. D'autant que cette unité retrouvée et assumée, cela pourrait lui permettre ensuite de reconsidérer son rapport à autrui. Cette réflexion nous permet de méditer nos rapports à l'objet, ou en tout cas au monde des objets. Les robots et les hommes, c'est peut-être l'avenir de notre humanité, cette coexistence d'êtres vivants et d'êtres artificiels. Et si l'intelligence est artificielle, il ne faudra pas oublier que les sentiments que nous pourrons éprouver à leur égard sera aussi artificiel. Parce qu'en réalité, nous risquons de tomber amoureux de machines. Nous risquons d'aimer avec une sorte d'affection notre petit robot de compagnie. Mais malgré tout, il ne faudra pas déserter notre humanité. L'important réside toutefois dans cette capacité que nous avons à pouvoir aussi travailler notre propre ego dans un rapport altruiste, bienveillant à l'égard d'autrui. En bref, il faudra reconsidérer notre lien social dans nos fragilités, en admettant que nos vulnérabilités ne soient pas seulement des défauts, mais soient aussi ce qui peut nous rendre parfois plus attachants.